Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. Pour cette nouvelle émission Découverte Jardin d'été, je vous emmène tout d'abord au jardin de Séricourt. Nous serons dans le Pas-de-Calais, mais nous allons beaucoup voyager au cours de cette émission puisque nous irons dans le Var, nous irons en Normandie. Alors surtout, restez avec nous et partageons ensemble notre passion des plantes et du jardin. Même si comme Yves et Guillaume Gosdegor, on est paysagiste professionnel, la création d'un jardin est toujours une œuvre personnelle et il n'existe pas deux jardins pareils. Alors nous sommes à Séricourt, dans leur jardin privé, un jardin tout à fait exceptionnel qui s'étend sur plus de 4,5 hectares et qui va vous enchanter. Là ici c'est la cathédrale de Rose, elle est complètement en fleurs au mois de juin, nous sommes en plein mois de juillet et vous allez découvrir 1001 choses sublimes de notre rubrique Jardin à visiter. Guillaume, merci de nous accueillir ici à Séricourt, donc les jardins de Séricourt. Nous sommes dans le Pas-de-Calais et c'est un jardin qui a été créé par votre papa. Exactement, c'est lui qui a commencé donc dans les années 80-83. Il est paysagiste de formation et sa passion c'est les plantes vivaces. Donc il s'est installé à Séricourt en tant que producteur de plantes vivaces et il a fait un petit showroom devant la maison qui est ce jardin. Il s'est pris au jeu et d'année en année il a fait de nouveaux jardins. Donc moi je l'ai rejoint en 2007 et on a travaillé ensemble pendant 10 ans. Donc là il est parti à la retraite. On part du principe que la nature a horreur du vide. Et dans ce cas, on va mettre un maximum de couvert végétal qui va empêcher les herbes de pousser et qu'on va maîtriser. De ce fait, on aura moins d'entretien. Une fois que les plantes sont bien installées, on voit d'ailleurs ici avec les géraniums vivaces, par exemple, ça fait un couvert suffisant pour empêcher la végétation spontanée. Exactement. On va aller de chambre en chambre, vous appelez ça un peu comme ouais. ça, et on va découvrir quoi maintenant? Pourquoi pas le jardin guerrier? Guillaume, nous sortons de cette armée de guerriers au milieu des ifs fastigés, des ifs d'Irlande, Taxus baccata fastigiata aurea pour les botanistes, et il y en a toute une armée. Exactement. Vous voyez, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des fuseaux comme ça. Et alors pour ça, en fait, tous les 2 ans, on les ouvre, on vient couper le bois mort qui est à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il n'y a plus de lumière, donc il n'y a plus de photosynthèse. Donc tout ce qui est à l'intérieur est mort, donc on vient le couper. Et après, on le ressaucissonne, on va dire, enfin c'est pas très joli, mais on vient remettre une petite ficelle noire comme ça, qui permet de le maintenir en fuseau. Et si on ne fait pas ça, au bout de 3 ans, on a une haie. Il s'ouvre, il serait moins dense et tout cela. Et il y a des qualités particulières au niveau du sol pour avoir de très beaux arbres comme cela? Alors ça, je pense que c'est pas très compliqué l'IF à partir du moment où il n'a pas les pieds dans l'eau. Et ils ont quel âge ces ifs? 20-25 ans. Quand on fait un jardin, on fait toujours un diagnostic. Alors on regarde un petit peu la qualité de la terre, la topographie, mais également l'histoire des lieux. Et le Nord-Pas-de-Calais, c'est une région qui a été longtemps traversée par les guerres. Il y a encore des traces de bunkers et de bombardements là, sur le plateau. Et on voulait un peu symboliser ce qu'a vécu la région en faisant ce jardin guerrier. Donc là, vous avez 2 armées en fait prêtes à se battre. Et après, il y aura le champ de bataille. Voilà. Ah ben alors on va aller au champ de bataille. Exactement. Donc Guillaume, nous arrivons effectivement sur une sorte de champ de fleurs qui a été ravagé par la bataille qui a fait rage. Et derrière nous, on a des sculptures tout à fait extraordinaires. Donc ce champ de bataille, c'est déjà ça. Alors là, en fait, il y a des coquelicots. Alors là, c'est un peu la fin de la saison quand même. Mais alors on a mis des coquelicots parce que pour les Anglais, le coquelicot, c'est le symbole de la guerre 14-18. Vous savez que c'est une plante messicole dont la graine reste en dormance très longtemps jusqu'au moment où en fait la terre est remuée et le jour où la terre est remuée, elle peut se mettre à fleurir. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'en 18, avec tous les bombardements, ça a remué les terres. Et quand les Anglais sont venus en 19 sur les champs de bataille, ils ont fait le lien entre les champs de coquelicots et le sang versé par leurs compatriotes. Voilà donc la raison pour laquelle on a mis du coquelicot donc sur le champ de bataille. Derrière nous, on a alors presque encore des soldats, grimaçants pratiquement, des masques, vous les appelez les masques? Les masques guerriers, ouais. Je pense qu'il y avait un modèle de départ, mais après c'est vraiment l'inspiration. Vous me disiez par exemple que les sourcils sont un peu gros, donc on va leur redonner un petit coup de cisaille. Les sourcils, effectivement, on les voulait un peu broussailleux au début. Ils sont très broussailleux. Et là, il faut qu'on aille les aérer un petit peu au sécateur, parce que celui-là est trop proéminent. Donc en fait, on ne va pas travailler à la cisaille, ça. Alors, on va aller chercher à l'intérieur au sécateur. Alors, il y a une partie qui va être à la cisaille, toute la partie qui est déjà formée. Par contre, la partie qui a reformé, effectivement, on va essayer d'aller chercher à l'intérieur au sécateur pour donner un peu d'air et pas avoir le côté trop marqué, trop dense. Et puis dense, ça va éviter le bois mort. Après la guerre, enfin la paix. Exactement. Et nous sommes donc dans les jardins de la paix, parce que là, il y en a un premier et il y en a d'autres derrière. Alors c'est un peu la continuité en fait. Là c'est la cathédrale de Rose et puis là c'est entre la cathédrale et la croix, mais on appelle toujours ça la cathédrale de Rose. On a planté ici des choses tout en douceur.
Ouais. Alors là, on a un saule gris qui est vraiment intéressant, qui fait un feuillage bleuté, dufteux. L'intérêt, c'est qu'il peut être rampant si on le taille très court. Et au milieu, donc, on a des sauges d'Afghanistan, donc des Perovskaya atricifolia. Ça se marie pas mal, ouais, avec les rosiers. Donc, ils ont des rosiers montants qui sont rush ou smarties. Ah oui. Enfin voilà, c'est des variétés assez similaires les unes des autres. Guillaume, nous voilà dans la cathédrale de roses, cathédrale de plantes grimpantes, je dirais, parce qu'il y a une glycine, il y a une Vitis coignetae qui va être magnifique à l'automne, et puis bien sûr des roses. Alors quelle variété? Il y a Seagull, il y a American Pilar, il y a La Fraîcheur, il y a en fait beaucoup de rosiers grimpants. Fin mai, début juin, c'est une merveille de fleurs. Magnifique. Ouais, ouais. Et donc c'était quoi l'idée en fait de faire cette cathédrale? Alors l'idée en fait c'était une cathédrale qui a été faite en l'an 2000, c'était un peu pour marquer le passage du millénaire. Donc il y avait les bâtisseurs de cathédrales en l'an 1000 et donc mon père s'est dit allez en l'an 2000 je fais ma petite cathédrale. Les gosses de Gore, des bâtisseurs de cathédrales, mais de cathédrales végétales. Guillaume, nous voilà dans le jardin de Taupière. Je pense que Séricourt est vraiment très célèbre pour tous ces arbres taillés, vraiment sculptés même. Et cette année, vous avez été obligé de le refaire en partie. C'était un jardin de Taupière qui était à 80% composé de buis. Et en fait, l'année dernière, on a eu un champignon qui s'appelle le cylindrocladium. Donc on a eu deux choix qui se sont posés à nous. Soit on traite, mais si on traite, c'est costaud. Oui. Soit on arrache tout et on recommence. Donc on a tout arraché et recommencé. On a pris une mini-pelle, on a remis du sable, on a amendé. Il était en fond de vallon, plutôt terrain lourd, compact, un peu à l'ombre. Donc en fait, on avait tout faux. Bah, c'est surtout très bien pour le cylindrocladium. Oui, exactement, exactement. Du coup, on a recommencé en refaisant des buttes, en rajoutant du sable, en diversifiant aussi. Il y avait 80% de buis, on a diversifié. On a mis de l'ilex, du fusain, microphylla, on a mis de l'azalée pour avoir un peu de couleur. Ah oui, à la japonaise. À la japonaise, voilà, ouais. On a mis de la bruyère aussi. En fait, ça fait également différents verts en différentes saisons et ça fait quelques floraisons blanches au printemps. Et puis vous avez gardé donc la structure d'if, oui, qui quand même sont déjà assez âgés oui, et sont tout à fait particuliers. Là, vous êtes vraiment très très doué dans la taille. Notre promenade dans les jardins de Séricourt va s'achever très bientôt. Bien évidemment, nous ne vous avons pas montré tous les jardins. On va en laisser quelques-uns pour ceux qui vont venir visiter. Parce que, Guillaume, on peut visiter les jardins de Séricourt. Bien sûr. On est ouvert au public, donc on est ouvert tous les jours du 15 avril au 15 octobre, du mardi au samedi de 10h à 19h et le dimanche et le lundi de 15h à 19h. Donc n'hésitez surtout pas, si vous passez du côté du Pas-de-Calais, à venir visiter ces jardins. Vous avez vu, ils sont magnifiques, mais il y a encore beaucoup d'autres surprises qui vous attendent et vous serez étonnés, j'en suis sûr. Et je vous attends avec plaisir pour vous faire découvrir ces jardins. Les hortensias, vous connaissez, je suis sûr, mais les hydrangeas, eh bien, le genre hydrangea est celui qui a donné naissance à l'hortensia, Hydrangea macrophylla. À côté de moi, j'ai d'autres hydrangeas. Hydrangea paniculata, l'hydrangea à panicule, celui qui fleurit pendant tout l'été. Regardez comment c'est beau, comme c'est gracieux. Il y en a énormément ici à Séricourt. Alors je vous propose que ce soit tout simplement notre plante vedette, et c'est tout de suite. Le genre Hydrangea, famille Hydrangea, compte 73 espèces, dont le fameux Hydrangea macrophylla que vous connaissez certainement sous le nom d'hortensia. Alors j'ai à côté de moi un spécimen d'Hydrangea paniculata, une des plantes les plus spectaculaires de l'été. Hydrangea paniculata a été nommée en 1839 par le botaniste bavarois Philipp Franz von Siebold. Et c'est une plante qui est tout à fait remarquable, qui vient d'Asie et que l'on va pouvoir accueillir dans nos jardins sous différentes formes que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais avant, nous allons nous rapprocher et regarder les particularités de l'inflorescence de cet hydrangea à panicule. Alors qu'est-ce que pour les botanistes une panicule? Eh bien c'est tout simplement une inflorescence composée. Elle est formée d'un axe central sur lequel viennent se développer différentes grappes. Donc c'est une grappe de grappes, tout simplement. Sur les hydrangea, alors que ce soit les hydrangea paniculata ou d'autres hydrangea, nous avons deux types de fleurs. Nous avons à l'extérieur, ici, des fleurs stériles. Donc on voit bien, on a des bractées comme cela, et au cœur, eh bien, il n'y a pas d'étamine, il n'y a pas de pistil. Et si on dégage tout ce petit monde-là, on va trouver à l'intérieur, comme ici, des fleurs qui sont fertiles, puisqu'on voit bien cette petite couronne d'étamine qui se trouve autour du pistil, tout simplement.
Dans la littérature horticole, on voit souvent écrit que Hydrangea paniculata ne dépasse pas 2 mètres de hauteur. Vous voyez à quel point c'est faux, puisque je suis sous un immense spécimen qui atteint pratiquement les 4 mètres. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il n'a pas été taillé régulièrement. Alors vous constatez évidemment que les panicules se forment à l'extrémité des branches. Elles poussent sur ce que l'on appelle des branches de l'année. Et si l'on ne taille pas, eh bien on se retrouve avec, comme ici, des bois bien dégarnis. Alors dans un grand jardin, c'est tout à fait joli, mais si vous avez un petit jardin, je vous recommande de retailler pendant la période de repos de végétation, donc lorsque les feuilles seront tombées, assez court vos Hydrangea paniculata et revenir carrément sur des petites pousses comme cela, beaucoup plus basses, de manière à ce que la plante reste compacte, comme on le voit ici sur ces Hydrangea. Vous avez peut-être l'impression que les Hydrangea paniculata sont tous les mêmes. Eh bien non, il existe des cultivars et regardez à côté de moi, j'en ai 2 vraiment particuliers. Ici, j'ai celui qu'on appelle unique. Il est assez unique d'ailleurs, regardez, il est bien érigé. Il nous fait une plante d'environ 2 mètres de hauteur avec des panicules relativement étroites. Il va prendre de très très jolies couleurs à l'automne. Il est gracieux, il est léger, il est très très florifère. Ici, j'en ai un autre qui s'appelle Limelight. Limelight est très 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 particulier dans la mesure où, au départ de la végétation, lorsque son inflorescence se développe, elle est un peu jaune citronné. Elle peut être même carrément verdâtre au tout début. Et puis, elle va devenir vraiment blanche. Et là, elle nous fait une pyramide régulière et très dense, beaucoup plus dense que unique, alors que lui reste particulièrement blanc. Il va rosir petit à petit au fil de la saison pour passer pratiquement à un vieux rose. Et comme vous aimez la couleur, j'en suis persuadé, je vais vous présenter maintenant Vanille Fraise, qui lui est complètement rose, et c'est une variété française. Et voici le fameux Vanille Fraise. C'est un Hydrangea paniculata qui a été obtenu en 2007 par monsieur Jean Renaud, des pépinières Renaud en Mayenne. Et ça a été vraiment une révolution parmi les Hydrangea paniculata, puisque c'est le premier à avoir montré réellement des inflorescences avec du rose. Et nous avons bien vanille fraise avec d'un côté le blanc, de l'autre côté le rose. Alors ça pourrait être un peu vanille framboise aussi, mais c'est vraiment tout à fait original, d'autant que la panicule est composée uniquement de fleurons stériles. Eh bien non, je ne suis pas en train de me pâmer devant Vanille Fraise, mais j'ai un Hydrangea qui lui ressemble beaucoup. Il s'appelle Pinky Winky. Alors la grosse différence, c'est que le rose qui n'est pas du tout homogène, qui a l'air d'avoir été saupoudré simplement, c'est assez élégant. Et puis dessous, on a énormément de fleurs fertiles. On les voit dans les inflorescences. Tiens, ici par exemple, il y en a plein, avec même des petites bêtes qui se régalent. Et on a donc une plante qui est très différente, avec une panicule qui est beaucoup moins compacte que celle de Vanille Fraise, mais qui a également son charme, et un arbuste beaucoup plus souple également. Côté culture, les Hydrangea paniculata, comme ici encore Vanille Fraise, sont beaucoup moins exigeants que l'hortensia. On dit souvent que l'hortensia est une plante de terre de bruyère, ce n'est pas tout à fait vrai. L'hortensia pousse très bien dans un sol franchement acide. Ici, un sol neutre va suffire pour réussir vraiment une très belle culture d'Hydrangea paniculata. En revanche, apportez bien de la matière organique au moment de la plantation, il adore ça. Surtout que ça va permettre de maintenir une certaine fraîcheur du sol, et ça c'est extrêmement important. Il faut que le sol reste frais en permanence, parce que tous les Hydrangea, alors que ce soit l'hortensia ou ceux-là, sont des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau. Donc pensez à une chose, arrosage, arrosage et arrosage. Parmi cette végétation luxuriante, je découvre un Hydrangea aspera, sans doute la variété Sargentiana. C'est un Hydrangea originaire du Tibet, il a été nommé par le botaniste écossais David Donne, et c'est un Hydrangea que l'on appelle aussi Hydrangea rugueux. Il est vrai que le toucher n'est pas très doux, alors que la plante elle est entièrement veloutée et vraiment très agréable. Regardez, les feuilles sont immenses, et aussi la plante va monter, elle est très souple. Alors on a l'inflorescence ici qui pour l'instant démarre seulement, et elle va nous faire un magnifique corymbe tout bleu, et ça c'est aussi une des particularités de cet Hydrangea aspera qui aime l'ombre, l'humidité et les sols extrêmement humifères.
Et nous terminerons cette chronique sur les hydrangeas avec un climat qui leur plaît tout particulièrement, donc de l'humidité et pas trop de chaleur. Et autour de moi, une des plus belles espèces, Hydrangea arborescens, l'hortensia de Virginie, qui est représentée ici par sa variété Annabelle, avec des corymbes absolument énormes qui dépassent les 20-25 cm de diamètre. Alors c'est souple, c'est léger, c'est élégant. Ça commence par des inflorescences bien vertes et ça va petit à petit grossir et grossir. Regardez, au départ c'est minuscule et voilà ce que ça devient derrière pour devenir très blanc, et pendant tout l'été ils vont vous ravir. Alors n'hésitez surtout pas à accueillir des hydrangeas dans votre jardin. Vous avez vu, il y en a beaucoup d'espèces, beaucoup de sortes, il y en a encore d'autres, on aura l'occasion d'en revoir, mais ce sont des plantes qui poussent vraiment très bien. Seule chose, pas de sol calcaire. Lorsqu'Ève a croqué le fruit défendu dans le jardin d'Éden, c'était évidemment un pommier. Pas tout à fait comme celui-ci, parce que nous avons là un pommier d'ornement. Un pommier qui va être magnifique au printemps avec sa floraison, sublime aussi à l'automne avec sa feuillaison qui s'embrase. Et juste derrière, nous avons les vrais pommiers, les pommiers des vergers. Alors pour obtenir ces bonnes grosses pommes tendres, juteuses, croquantes, il faut les tailler, et les tailler en verre notamment en ce moment. Et c'est ce que va nous proposer notre ami Jean-Luc Echen, notre maître de la taille, dans sa rubrique La taille en détail. Et c'est tout de suite. Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, on était en hiver, je vous ai montré comment tailler les fruitiers en bois sec. Mais en pleine période de végétation, on peut aussi faire une autre taille qui s'appelle la taille en verre. D'abord un but de formation, donc maintien de l'architecture de la plante et de ses directions. Deuxièmement, un but de fructification. On va tenter de répartir la sève et de la concentrer au niveau des fruits. Avant de tailler, j'ai bien observé la plante. On va commencer par la taille d'architecture et cette taille va nous permettre de rapprocher la plante de son axe. Ici, on a une forme palissée et notre action, ça va être de remettre la plante le plus sur le rang. Par exemple, ici, j'ai un rameau qui a poussé cette année, mais il a aussi poussé l'année dernière. À la base, on a ici des coursonnes. On peut supprimer ce rameau. Je vous rappelle que la coursonne est un rameau qui reste après la taille et qu'on va amener à la fructification. Celui-ci, je vais le couper à ce niveau-là parce qu'il me reste deux feuilles qui vont faire office de tire-sève. Ça, c'est une brindille qui portera fruit à laquelle je ne toucherai pas. Et ça, c'est encore trop long. Je peux la supprimer à la base pour privilégier la brindille. Pour la taille en verre, j'évite de tailler sur du bois sec. Je laisse toujours un tire-sève. Voilà, c'est mieux. Je termine ma taille de formation par la hauteur et je vais supprimer tous les rameaux disgracieux et qui montent trop verticaux et que je ne pourrai pas atteindre. Je supprime là ici et je garde la flèche sur cet axe-là. Je ramène toujours la plante alternativement à gauche et à droite de façon à la garder bien verticale. Parce que si je taille toujours du même côté, à un moment elle va prendre un mauvais pli. Mon sécateur est équipé d'un système de cueille-fleurs, vous voyez, ça pince le rameau et ça, je vais pouvoir l'enlever. Et surtout, je peux orienter exactement ma tête de coupe dans l'axe que je veux de façon à avoir toujours la coupe dans le bon sens. Donc je supprime celle-ci à la base. Et je vais aller ici supprimer ce rameau-là et garder celui-ci parce que je veux toujours une seule dominante de flèche. Là, je supprime celle-ci et celle-ci, comme elle penche du côté droit, je vais la tailler sur un œil extérieur côté gauche. Tac, voilà. J'ai terminé ma taille de formation, je vais continuer par ma taille de fructification. Le deuxième but de la taille en verre, c'est la taille de fructification. Pour avoir de beaux fruits, il faut que la sève se concentre sur le fruit. Dans le cas présent, on a au-delà du fruit un rameau qui pousse et qui pousse tellement qu'il va pomper toute la sève du fruit. Dans ce cas-là, je vais le raccourcir à ce niveau-là à deux feuilles.
je taille à 2 feuilles après le fruit, de façon à faire un appel de sève qu'on appelle tire-sève. 1, 2, et je coupe. 1, 2 feuilles. 1, 2 feuilles, et je coupe. 1, 2 feuilles. 1, 2 feuilles. La taille en verre que l'on pratique en pleine végétation au mois de juillet me permet de préparer ma taille en bois sec de l'hiver. Sur ce rameau, j'observe un bourgeon dormant et une pousse de l'année. C'est la pousse de l'année qui appelle la sève au détriment du bourgeon qui est ici. Si je coupe à ce niveau-là ou à ce niveau-là, je vais répartir un peu plus de sève sur ce bourgeon et là, je vais espérer qu'il se transforme en dard ou en bouton à fleurs. La pousse de l'année. Et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5. Je coupe ici. Et je fais bien attention à ne pas tailler trop court parce que sinon, ça va réveiller avec un appel de sève tous ces bourgeons-là et ça va partir en bois. La taille en verre m'a permis d'éclaircir, de garder l'architecture, de faire rentrer la lumière. Et en même temps que je parle, avec la plante, je nomme les actions que je fais, ce qui fait que je mémorise chaque plante, chaque coupe. Et lorsque je viendrai au moment de l'hiver qu'il n'y aura plus de feuilles, je me souviens, ah oui, ce rameau-là, je l'ai taillé comme ça. Je l'ai taillé comme ça. Et voilà, on voit bien la différence entre un arbre qui a été taillé et le reste à faire. J'ai repris l'architecture de la plante, elle est rapprochée de son axe et surtout j'ai préparé la continuité de mes travaux, donc j'ai préparé la taille pour l'hiver prochain. N'hésitez pas à faire la même chose chez vous chaque année. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Nous voici dans l'environnement magnifique de très grands conifères, ici à Séricourt, dans ce jardin qui évoque encore la guerre, avec ses trous de tranchées et de ces trous de bombes. Et tous ces grands arbres nous inspirent les grands parcs historiques. Et quel est le plus grand et le plus beau des parcs historiques dans notre pays? C'est Versailles. Qui travaille à Versailles? C'est Alain Baraton. Et vous savez qu'il raconte très bien des histoires. Alors nous allons le rencontrer tout de suite pour qu'il nous raconte encore une fois une belle plante à histoire. Alain, nous voici de nouveau à Versailles, dans ton fief. Merci de nous accueillir de nouveau. Et pour parler des arbres extraordinaires, et là on en a un spécimen, alors il est tellement grand, je ne sais même pas si on arrivera à le mettre dans la caméra. En tous les cas, il s'appelle le tulipier de Virginie. Alors ça n'a rien à voir avec les tulipes, ça a à voir avec la Virginie quand même. Oui, tout à fait, parce qu'il est originaire du continent américain. Alors celui-ci, non, mais l'histoire, je crois, de ce tulipier mérite d'être racontée. Sous Louis XV, il y a un homme, l'amiral de la Galissonnière, qui a pour mission de ramener en France et dans les jardins royaux quantité de plantes, de graines trouvées partout au gré de ces déplacements. Et on ramène dans les pépinières de Versailles, de Trianon, un tulipier qui va pousser, qui va fleurir et qui va donner des graines. Et ce tulipier, ici, celui que tu vois, là, est issu des graines du premier tulipier planté à Versailles. Introduit en France. Voilà, ce qui veut dire que lui est né en France, mais son père à lui, enfin son grand-père est bien né en Amérique. Et on sait exactement sa date de plantation. Napoléon Bonaparte prend le pouvoir. Nous sommes en 1805 et il décide d'aménager les jardins du Grand Trianon. Et il ordonne que soit planté un arbre qui est réputé comme étant extrêmement sophistiqué, précieux, ce tulipier. Il a donc été planté 1800-1805 avec certitude. Donc Alain, cet arbre a été planté pour Napoléon. On le sait avec certitude. Napoléon demande le réaménagement de ce lieu, principalement d'ailleurs quand il va réépouser Marie-Louise, sa deuxième épouse. Il veut un jardin tout à fait digne de sa fonction d'empereur. Et on sait avec précision que cet arbre a donc été planté sur demande de Napoléon. Et si on a choisi un tulipier, c'est que cet arbre symbolise le luxe, la puissance, la richesse. Il y a très peu de tulipiers en France. Il y a quelques exemplaires qui ont été justement, nous en parlions, livrés par l'amiral de la Galissonnière, mais il y a très peu de végétaux. Et celui-ci va donc être planté 1800-1805. On connaît pratiquement tout, on connaît même le nom du responsable qui a ordonné la plantation.
qui s'appelle Charpentier. Charpentier qui a été jardinier en chef ici même pendant 50 ans. Belle carrière. Les jardiniers qui travaillaient ici étaient des types absolument incroyables. On a un homme qui s'appelait Jacques Briot. Jacques Briot ne se contentait pas d'entretenir les végétaux, il les regardait, il était botaniste. Il a trouvé que le marronnier à fleurs blanches était un peu tristounet, il a inventé, eh bien oui. Ah oui, Briotti, ouais. Eh bien oui, eh ben le type travaillait ici. C'est quand même assez extraordinaire. Donc cet arbre finalement fait partie de ces résultats obtenus par des jardiniers qui depuis Louis XIII font en sorte que Versailles n'est pas qu'un lieu d'exception destiné à l'agrément, mais également un lieu de botanique. Un lieu de botanique important. Et un arbre qui est tout à fait original, ce tulipier de Virginie, puisqu'il a des feuilles d'une forme tout à fait particulière que l'on appelle tronquée. Magnifique. Alors, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Et cet arbre-là, je me rappelle lorsque je faisais la visite à des enfants et lorsque je leur recommandais l'herbier. Regarde bien, l'ombre chinoise, elle ne te rappelle rien. Bah, Gros Minet, Titi et Gros Minet, c'est Gros Minet, c'est un chat, regarde bien. Oui. Les oreilles, les moustaches, eh bien oui. Ah oui, bah alors dites donc. Eh bien oui. Là, il faut être très très artiste. Oui, l'arbre à Gros Minet. Donc on dit l'arbre à Gros Minet, et nous les botanistes on dit l'Hyriodendron tulipifera. Alors tu me corriges si je me trompe, je crois que l'Hyriodendron, alors dendron c'est l'arbre, et que l'Hyrio ça veut dire le lys, la fleur de lys, c'est-à-dire qu'autrefois on appelait l'arbre qui porte des fleurs de lys. Exactement, parce qu'en fait ça ressemble quand même, je ne sais pas si ça ressemble plus à des fleurs de lys qu'à des fleurs de tulipe. En tous les cas, la floraison est vraiment particulière de cet arbre, elle intervient vers la fin du printemps, le début de l'été. Parfois, c'est assez difficile à voir et il faut attendre. Il faut être extrêmement patient pour avoir les fleurs parce que ça arrive guère avant 7-10 ans. Oh, 7-10 ans, quand l'arbre est quelque peu précoce, tous ceux que nous avons plantés à Versailles ont attendu l'âge de raison, 20 ans avant de fleurir. Mais il est vrai que c'est un arbre qui est très beau, qui a une croissance importante, qui peut monter très haut. Hein. Oui, là, il est immense. Celui-ci fait 35-40 mètres. Dans la nature, aux États-Unis, 60 mètres allègrement. Espérance de vie 500 ans, donc ce sont quand même des arbres qui vivent très longtemps, ce sont des très beaux arbres, ce sont des arbres encore aujourd'hui assez rares d'ailleurs, parce que c'est amusant, mais cet arbre qui a une feuille particulière, une écorce particulière, même si ce n'est pas une rareté, on en voit assez peu finalement, on en voit dans les grands jardins publics. Oui, parce qu'il faut de la taille, il faut de la place, dans un petit jardin de banlieue, ça va être compliqué. Oui, mais je trouve qu'on devrait peut-être le planter en alignement. Imaginons une ville avec des arbres comme celui-ci planté en alignement, ça aurait quand même beaucoup d'allure. L'occasion peut-être de rappeler que malheureusement, les arbres sont victimes de la folie des hommes, qu'aujourd'hui on a tendance à vouloir supprimer les arbres le long des routes pour des prétextes de sécurité. Il faut bien entendu tenir compte de la dangerosité des obstacles créés parfois par les arbres, mais il faut aussi de temps en temps être raisonnable et se souvenir que les arbres contribuent à faire de la France le pays que nous connaissons. Et en plus, la majesté de ces arbres, et il faut revenir un tout petit peu sur la botanique pour se rappeler que nous sommes dans un cousin du magnolia. Et là, on peut se rendre compte qu'on a les premiers prémices de fructification et ces fruits se ressemblent énormément à ceux du magnolia. Tout à fait, le magnolia qu'on appellera à tort tulipier d'ailleurs. Tu t'imagines que cet arbre, s'il devait raconter ce qu'il a vu, toutes les histoires qu'il pourrait nous raconter, c'est absolument incroyable. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas assez respectueux de toutes ces plantes qui sont en fait des monuments historiques, oui. De véritables monuments historiques. Ce n'est pas que du bois, ce n'est pas que de la sève, c'est du souvenir, c'est de l'émotion et c'est la vie surtout. Parce que cet arbre-là, lui et ses semblables, purifie la qualité de l'air, permettent l'évacuation de l'eau et l'évapotranspiration. C'est grâce aux arbres qu'il pleut dans certaines régions, servent de lieu pour les insectes, les petits oiseaux, les mammifères. Et en ville, ils servent aussi de climatiseurs naturels. Tout à fait. En un mot, là où il n'y a pas d'arbres, ça s'appelle des déserts. Et à une époque où l'on parle beaucoup du réchauffement climatique, eh bien, ce qu'il faut pour lutter contre justement l'élévation des températures, c'est planter des arbres. Alors planter un arbre dans votre jardin, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, il y a toujours une essence qui sera bien adaptée. Nous sommes ici dans la partie anglaise des jardins de Séricourt. Qu'est-ce qu'un jardin anglais? C'est un mélange en général de plantes vivaces sur des courbes
tout à fait naturel, eh bien, il y a surtout des jardins anglais, évidemment en Normandie, puisque nous sommes plus proches de la Grande-Bretagne. Alors je vous propose d'aller directement au château de Galville, où nous allons trouver un grand parc, mais également un jardin à l'anglaise. Ce sera notre jardin à découvrir, et c'est maintenant. Nous sommes en Normandie, à quelques kilomètres d'Yvetot. C'est vraiment la région idéale pour les jardins. Et il y a quelques petits domaines un peu secrets que j'ai envie de vous montrer, notamment avec Nathalie Brunel. Bonjour, vous êtes la fille de la propriétaire de ce lieu qui s'appelle... Absolument, qui s'appelle Aliette Gillet et qui a 95 ans et qui est encore très active dans son jardin et qui adore sa propriété. Mais une propriété qui est très ancienne. Une propriété qui est très ancienne. Le château a été construit en 1680. Et il est demeuré absolument identique jusqu'à nos jours. Les bâtiments, les cours, les murs qui enserrent le parc qui fait 14 hectares, tout est resté exactement comme au moment de la construction, ce qui est assez rare. Ce qui est assez rare. Et ce qui est encore plus rare, c'est de trouver un jardin qui est aussi inspiré de l'époque. Oui, l'architecture du château, en fait, commande, je pense, la sobriété de la composition du parc, avec beaucoup de tons de vert. Le jardin de fleurs et le potager sont enserrés dans des murs et donc visibles de nulle part. Ma mère a une fibre jardinière, elle a un très bon œil, elle connaît bien les plantes et quand elle a hérité de cette propriété en 1980, elle a changé le grand potager qui faisait 1 hectare. Elle a fait un potager plus petit mais beaucoup plus raffiné, avec des couleurs, chaque carré a une couleur, enserré dans des charmilles qui sont taillées avec des portes, avec un raffinement que n'avait pas le premier potager qui était nourricier. Elle a été aidée par Louis Bénèche qui était très jeune à l'époque, en 1982-83, il était vraiment jeune. Et ensemble, ils ont trouvé ce qui conviendrait à la fois au lieu, aux propriétaires et qui serait cohérent avec le reste du domaine. Achille Duchesne, avant la Deuxième Guerre mondiale, propose d'ouvrir cette perspective très rectangulaire, ce parc très rectangulaire, sur les côtés, 2 échappées à droite et à gauche de l'arrière du château, qui mènent vers des grandes haies de thuyas dans lesquelles sont insérées des statues. Et je pense que ça donne une respiration dont ce parc avait besoin. Les proportions sont importantes. Alors évidemment, les thuyas au début étaient petits. Maintenant, ils sont très grands. On les taille tous les 5 ans pour les garder à peu près à cette hauteur-là. Mais je pense que c'est important qu'ils soient grands. Des bosquets qui sont modestes parce qu'ils ne sont pas très compliqués, disons. Mais nous avons ici un problème qui est de protéger les toits du vent. Nous sommes sur un plateau, le vent est souvent très puissant. Nous avons planté dans 2 parties du parc, près de là où je suis, 2 bosquets, c'est-à-dire 4 carrés de 4 essences différentes et chaque carré est entouré d'une haie de merisier. Donc nous avons 5 espèces et les 2 bosquets sont en miroir l'un de l'autre, de chaque côté de la perspective centrale du château. Bon, Nathalie, nous sommes maintenant dans un endroit toujours très classique, mais qui est bien particulier. On est un peu comme dans un nid. Il y a des haies, il y a des tilleuls, mais ce que vous faites, c'est essayer que notre regard traverse tout ça. Oui, je pense que c'est important qu'il y ait une architecture, mais qu'on ne se sente pas enfermé. Et donc, entre la hauteur des charmilles taillées et le bas des haies de tilleuls, le regard passe. Alors, l'architecture est présente, mais elle n'enferme pas le promeneur. Et on voit au-delà d'abord les très beaux murs de la propriété et puis les autres plantations, donc les bosquets qui sont derrière. Et je pense que cet effet de transparence est très agréable. C'est un gros entretien. Les haies sont taillées 2 fois par an. Il y a quand même, ce ne sont pas des haies simples, elles ne sont pas très compliquées, mais il y a quand même des portes, il y a des boules. Pour les tilleuls, c'est 1 fois par an, c'est une entreprise qui vient et le résultat est bien meilleur, à la fois à la vue et pour les arbres eux-mêmes qui sont bien coupés de la bonne manière. Nathalie, vous êtes accompagnée de votre maman, donc qui est l'inspiratrice un petit peu du lieu. Absolument. Là, nous sommes donc dans le potager. Les 4 carrés qui sont autour de nous sont définis par des couleurs qui tournent chaque année. Donc il y a un carré bleu, un rouge, un jaune, un blanc, dans lequel les légumes avec certaines particularités de couleurs sont donc plantés, ainsi que des fleurs de la couleur dominante du carré. Et puis derrière un grand rectangle où se trouvent les plantes les plus hautes, les maïs, les artichauts, les asperges, des dahlias. Nous ne suivons pas encore la mode totalement bio. Les alliances de fleurs et de légumes aident beaucoup à ce que... Vous observez vraiment ça, oui. Voilà, nous observons ça. Donc après avoir vu un jardin
tout à fait traditionnel, classique à la française, et puis cette petit à petit approcher vers quelque chose de plus structuré avec le potager. Nous sommes maintenant, on va dire, dans un jardin d'ornement et un peu à l'anglaise quand même. Oui, l'ancien potager a conservé son plan d'origine avec les rectangles qui ne sont plus plantés avec des pommes de terre et d'autres légumes, mais ce sont des rectangles de gazon entourés de bordures de fleurs et de cordons de pommiers. Et vous avez bien, je dirais, apprécié ou absorbé la technique anglaise, puisqu'en fait on a des sortes de mixed border à l'ancienne. Exactement, des mixed borders avec des couleurs mélangées. On fait ici deux mixed borders avec beaucoup de tonalités de bleu, et puis derrière une grande banquette profonde et très longue dans les coloris dorés et argentés, qui est assez spectaculaire par sa profondeur et sa longueur. Ce magnifique jardin, on va pouvoir le visiter puisqu'il est ouvert au public, mais pas tout le temps. Alors il est ouvert du 1er juin au 30 octobre, tous les jours de la semaine, sauf le week-end, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Donc on peut venir sans rendez-vous à ces heures-là. Le jardin est ouvert aux promeneurs sans problème, et évidemment il est ouvert aussi aux grandes journées du patrimoine, etc. D'accord. Et vous avez aussi, je crois, des gîtes pour ceux qui voudraient. Oui, nous avons 2 gîtes. Donc si vous venez en Normandie, surtout ne manquez pas de visiter le château de Galville, vous ne le regretterez pas. Savez-vous qu'en France, chaque année, une centaine de nouvelles variétés de roses apparaissent sur le marché et sont à votre disposition pour le jardin. Elles sont créées par des gens de grand talent qu'on appelle des obtenteurs. Alors on pourrait croire qu'il est très facile de créer une rose, qu'il suffit de faire un petit mariage comme cela. Eh bien non, il faut une bonne dizaine d'années pour obtenir une variété de toute beauté comme celle-ci. Alors je vous propose d'aller directement en Provence, dans le Var. Nous allons rencontrer Mathias Meillan, 6e de cette immense famille de créateurs de roses, qui va nous montrer tous les secrets pour hybrider une rose, et peut-être pourrez-vous le faire aussi dans votre propre jardin. Ce sera notre rubrique Conseil jardinier. Nous sommes ici au Luc en Provence, dans le Var, au cœur de la production de roses en France, les établissements Meillan International, et je suis accompagné de Mathias Meillan, 6e génération de cette entreprise familiale qui est connue internationalement par l'ensemble de ses créations de roses. Et nous allons voir tout au cours de cette émission comment on peut créer une rose, comment la magie s'opère et surtout la technique. Mathias, merci de nous accueillir ici, donc au Luc en Provence. Les roses, je crois que vous connaissez. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qu'est une rose, tout simplement. Alors, une rose, déjà, c'est une fleur qui peut être simple ou double. Et puis, comme vous voyez, c'est fait de pétales, bien sûr des étamines et du pistil. Alors, les étamines, c'est le mâle, et puis le pistil, c'est la femelle. Et puis, avec ça, on va commencer à créer des nouvelles variétés de roses. C'est-à-dire que votre travail va être de mettre des mâles et des femelles ensemble de façon à faire des bébés. Exactement, on fait des mariages en permanence ici. On crée à peu près 100 000 et 200 000 nouveaux bébés chaque année. Et puis on voit un petit peu ce qu'ils donnent, quel caractère de nouveauté ils auront. Alors je crois que c'est le moment, on va essayer d'aller voir comment ça se passe. C'est très minutieux, on va plonger au cœur de la fleur. On va commencer par la récolte du pollen. Et là c'est assez facile, on déshabille donc la fleur. Une fleur qui n'est pas trop ouverte. Oui, de préférence, puisque comme ça, le pollen, il n'est pas déjà sorti. Et puis, il est encore frais à l'intérieur. Et on va récolter tout doucement toutes les étamines qu'on peut. Et ensuite, on va les mettre pendant 3 jours à cracher le pollen. En fait, les sacs polliniques vont s'ouvrir, le pollen va sortir et on va pouvoir les utiliser. Ensuite, on va le faire sécher. Et dans les petits sacs polliniques, en fait, il y a le pollen qu'on va utiliser pour faire les hybridations. Donc on va aller porter ce pollen sur le pistil d'une fleur femelle pour pouvoir faire un petit enfant. On enlève les pétales. Cette fois-ci, on ne va pas garder le pollen parce que en tant que papa, elle ne nous intéresse pas. Elle fait des bons fruits, elle nous intéresse en tant que maman, mais pas en tant que papa. Donc on utilise quoi? Une sorte de petit scalpel? Voilà, en fait on dit qu'on retire les étamines. Alors on fait ça le plus proprement possible pour ne pas forcément... c'est une émasculation gratuite. Hein. Exactement. Et alors là, on va mettre un chapeau. Et puis là, on va le réserver pendant quelques heures pour que ça s'ouvre et puis pour que ça se prépare en fait à recevoir le pollen de l'autre variété. Et on met ce chapeau pour éviter qu'un insecte vienne... Et puis dès que c'est
terminé, ben, on va récupérer notre pollen, on va retirer le chapeau. Et là, d'une manière très simple, avec un doigt, Ah, avec le doigt. on va positionner le pollen et on va bien en mettre de partout. Donc vous avez le doigt amoureux là. Ah ben moi toujours. On en met beaucoup, beaucoup. Ah, Là, beaucoup, vous voyez, d'accord. oui, oui, le maximum pour être sûr d'avoir bien fécondé tout ce qu'il y avait à féconder. Si je suis au jardin, Oui, il vaut mieux je mettre mets un petit chapeau. pour pas qu'un insecte vienne féconder de nouveau. Ni le vent, ni la pluie, ni oui. des choses comme ça, pour que le maximum ça prenne bien, ça rentre à l'intérieur et puis ça descende dans les ovules qui sont à l'intérieur. Et on va comprendre donc que la fécondation se fait à partir du moment où ici l'ovaire va commencer à grossir. Voilà. Donc nous voici devant des rosiers qui ont été hybridés il y a quelques semaines et on voit bien que l'ovaire a grossi et donc à l'intérieur sont en train de se former les graines. Et voilà. Et c'est ça qui est magnifique à voir, c'est qu'on peut voir que directement, bah, ça commence à grossir, le ventre est bien gras, bien dodu, et on espère avoir des bons résultats avec cette hybridation. Alors on va avoir à peu près combien de graines dans le fruit qui s'appelle un cynorhodon? Alors ça dépend, on va avoir, là en tout cas on aura la chance d'au moins en avoir une. Et Il peut y avoir qu'une seule graine? Il peut y avoir pas du tout de graines aussi. Ça peut être complètement, Une grossesse nerveuse. ça peut être complètement raté et rien dedans, ou alors rien qui lèvera. Et là c'est encore pire. Et puis sinon 15, 20, normalement c'est à peu près 9 graines par cynorhodon. L'ensemble des enfants qui sont ici potentiellement ne se ressembleront pas du tout. Alors ils auront des caractéristiques quand même similaires. Comme les frères et sœurs. Exactement, mais ils seront vraiment différents. À quel moment on va semer ces graines? Alors on va les récolter à partir d'octobre-novembre, et puis on va les semer à partir de février. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que nous sommes entourés ici de roses qui ont l'air d'être adultes puisqu'elles sont en train de fleurir très abondamment. Pourtant, elles ont été semées simplement au mois de février. Exactement, elles ont à peu près 4 mois, c'est tout, depuis la graine. Et puis on voit que ce sont des plantes déjà bien formées. Alors elles sont petites, mais elles ont une bonne qualité. À partir de là, on va pouvoir commencer à évaluer si c'est une bonne variété. Alors là, on a les mêmes parents sur une toute petite bout de banquette. Et puis on s'aperçoit qu'on a à la fois du rouge, des choses striées, du saumon et des couleurs bien différentes. Aujourd'hui, on continue à chercher la rose qui demain sera le futur de la rose. On va faire ce geste pour voir la qualité du pétale. Si c'est un pétale dur ou si c'est un pétale trop mou. Donc il vaut mieux que ça soit dur. Il vaut mieux que ce soit dur, mais pas trop dur, parce qu'ensuite, on va mettre le nez dedans. On aura un petit parfum de fraise comme dans celle-là, qui est assez sympathique, très léger. Mais le pétale est dur et à la fois on a du parfum. Donc là, on est devant quelque chose qui peut être qualitatif. Elle va continuer sa vie maintenant à l'extérieur pour voir si elle est résistante aux maladies, si elle fonctionne bien dans les jardins et si elle donne suffisamment de fleurs par an pour les gens. Elle va sortir pour 8-9 ans. Elle va commencer sa vie en France. Et puis tout doucement, elle va partir en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, pour continuer sa sélection. Aujourd'hui, ce que nous demandent nos agents, c'est du parfum, du parfum, du parfum. Donc la barre pour la résistance aux maladies a été atteinte sans aucun problème. Alors là, on a des rosiers, pour certains qui sont déjà dans le commerce, mais beaucoup qui sont des rosiers de demain. Ouais. Alors, il y a des petites choses assez extraordinaires. Je ne sais pas, il y a des trucs, tiens, voilà, ça par exemple, c'est somptueux, quoi, c'est extraordinaire. Alors là, elle a une couleur totalement gracieuse. C'est presque Madame Meillan, ça. Exactement, aussi. c'est un peu un pêche, très bordée, très belle. Alors est-ce qu'elle est parfumée? Pas beaucoup de parfum, mais visiblement c'est une belle plante en tout cas, et elle risque de faire plaisir aux gens dans les jardins. Alors je crois que vous allez nous montrer, pour terminer, quelque chose, je crois que vous n'avez jamais vu. Alors Mathias, nous parlions de rosiers pour la ville, pour le balcon, pour le pot en fait. Bon, on en a quelques-uns ici déjà, ça c'était des variétés, on va dire, relativement classiques dans leur aspect, mais devant vous, vous avez des trucs, mais alors moi j'avais jamais vu ça. Alors c'est des extrêmes miniatures, des miniatures toutes petites, et ça on pense que c'est l'avenir, l'avenir pour un petit balcon. D'avoir un tout petit rosier comme ça qui va refleurir en permanence, moins de s'embêter à tailler ou quoi que ce soit. Puis ça fait comme une mousse, alors on peut l'écraser et puis elle se remet en place. Ouais, en plus il est pas piquant, il est extraordinaire. Donc ils seront faciles à utiliser. On pense qu'avec simplement une paire de ciseaux, on fait une petite taille de fin d'hiver et puis ça reprendra très très bien. Alors ça, c'est pas avant 5 à 6 ans. Hein. Ah, il faudra être patient, mais imaginez ça, avec quelques petites graminées autour et peut-être au printemps, des petits bulbes qui viennent autour de ce petit rosier, ça sera une merveille.
Et c'est dans ce petit jardin, toujours à Séricourt, petit jardin contemporain, avec une magnifique statue de Robert Arnoux, que va se terminer notre émission. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Nous avons eu, nous, personnellement, un grand plaisir à partager ces moments avec vous. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission Découverte Jardin. C'est sur News Jardin TV, bien sûr. Vous aimez notre émission Découverte Jardin, vous regardez souvent nos vidéos, eh bien n'hésitez pas à aller sur notre site News Jardin TV. Il y a une foule d'articles. Il est fait pour les passionnés comme nous de plantes, de botanique et de jardin.